Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Irrigator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité, les azimuts, nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h45 avec Saint-Irrigator. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio géniale Taxi FM à Lomé. Taxi Presse de ce lundi, c'est avec Michel Tchadia, le patron du journal Ouara Les Vainqueurs, et l'homme Sogbe, le patron du journal La Nouvelle Tribune. On sera rejoint en studio par Jacques Diakouti et Sylvestre Bénissi, lui, le patron du journal La Manchette. Ensemble, nous reviendrons sur les grands sujets de l'actualité socio-politique de notre pays, notamment avec la formation du gouvernement Classou 2, les conditions de l'avènement de l'exécutif fait beaucoup parler dans l'opinion. On analysera tout cela avec les confrères. Nous reviendrons également sur la coalition de 14 partis de l'opposition et sa manifestation de samedi dernier. Ça a fait flop, note la presse entière ce matin. Quelles peuvent être les raisons de ce rejet, ce premier rejet? On reviendra sur le sujet. Bienvenue. Retour en studio avec mes confrères Elom Akisogbe. Bonjour Elom. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Michel. Bonjour Eric, bonjour à tous nos amis auditrices et auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. On sera rejoint tout à l'heure en studio par Jacques Diakouti et Sylvestre Béni. Je voudrais qu'on commence l'émission ce matin par rapport donc à la question du travail, du chômage, de la jeunesse. Le sujet revient beaucoup plus sur le tapis encore une fois, bon, pour dire que il n'a pas disparu de toute façon au niveau de la jeunesse, le travail. Et quand on scrute les données telles que publiées par les autorités du pays, il semble que les choses se portent, sinon les choses vont très bien. Mais dans l'opinion, il y a toujours des plaintes liées donc au taux de chômage au Togo. Est-ce que vous le remarquez vous aussi, Michel? Oui. Je pense que c'est un fait que quand on donne le taux de chômage au Togo, vous semblez comprendre que il est relativement, en tout cas, bas par rapport à peut-être certains pays. Mais quand vous êtes dans l'opinion aussi, vous-même vous êtes chômeur, ce que vous vivez et ce qu'on donne comme taux de chômage, oui. il y a une comment je vais le dire, il y a pas, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas confondre les deux. Disons que c'est beaucoup plus difficile ce qu'on vit dans l'opinion, ce que les gens vivent comme difficultés liées au chômage et ce que les chiffres que le gouvernement publie de temps en temps. On ne peut pas les allier, voilà ce que je voulais dire. On ne peut pas allier ces deux positions parce que véritablement, même les gouvernants sont conscients que, au-delà de ces taux, c'est que le problème de chômage se pose avec acuité chez nous. D'autant plus que, malgré les différents projets, le FAEJ, l'ANV, et anciennement Provonat, beaucoup de projets initiés pour essayer de soulager la jeunesse, on sent que ça pose un problème parce que quand on voit le taux de réussite au bac, et après 5 ans, il y a certains qui n'arrivent pas à franchir la barre de la licence, d'autres franchissent là, mais on se demande où ce monde-là est où. Voilà. D'autant plus que le recrutement, l'état providentiel n'existe plus.
le recrutement se fait rare au pays, alors on se pose la question, c'est vrai qu'on encourage l'auto-emploi, tout ça là, mais avec les conditions qui vraiment découragent, parce que un jeune qui se lance tout de suite, le terre est à sa source, et quelques années, je pense qu'il faut quand même revoir cela. Nous avons appris que l'auteur, il n'y a pas très longtemps, est en train de voir dans quelle mesure vraiment extirper certaines taxes pour essayer de relancer la jeunesse. Mais fondamentalement, au Togo, ce qui fait tellement mal, et quand les jeunes pensent, quand les jeunes regardent cela, ils pensent qu'ils sont abandonnés, c'est le fait qu'il y a des cumuls de fonctions et que des gens partent à la retraite, ils sont encore là. Mais alors, on se pose la question, mais alors, bon, le Togo là, c'est pour qui? C'est pour nous tous. Non, mais quand ça se passe comme ça, mais les jeunes, certains jeunes ont l'impression que, mais ils sont discriminés, ils sont rejetés, ils sont marginalisés. Mais je vais vous donner un exemple. Vous prenez Eddy Togo, Togo Presse. Oui. Quelqu'un à la retraite, il y a plus de 10 ans, il officie là-bas. Mais on envoie un jeune pour faire la MVT, 5 ans, il part. Mais le retraité est là. Mais on va nous dire que le Togo, si on dit, en plus on avance le problème d'expérience, mais il faut travailler avant l'expérience. Il n'y a pas quelqu'un qui sort d'une université, même Paris-Sorbonne, là. Les gens ne sont pas là-bas expérimentés comme ça. Il faut travailler, il faut s'exercer, il faut se frotter. Mais alors on veut nous dire que jusqu'à un niveau donné, il n'y aura pas de Togolais pour travailler. Parce que ceux qu'on pense, ils sont encore là. Quand ils mourront un jour, je prie pour qu'ils vivent très longtemps. Mais le jour où le Dieu va les appeler, ça veut dire que le Togo va s'arrêter. Non. Donc, quand on voit ça, les jeunes, j'allais dire, pensent que vraiment ils sont marginalisés. Ils ne sont pas... l'horizon est bouché. L'horizon est bouché. C'est le désespoir total. Donc, c'est pourquoi nous allons peut-être lorgner du côté de l'exécutif, faire en sorte que redonner vraiment l'espoir à la jeunesse, oui, à travers des mesures fortes. Oui. On en parlait beaucoup plus du PND, on va revenir sur l'orientation que veut donner le gouvernement maintenant à sa politique. Bonjour Sylvestre, merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Et l'homme, pourquoi est-ce que la jeunesse aujourd'hui a le sentiment que l'horizon est bouché justement? Non, je pense que c'est un sentiment partagé, même au niveau des classes les plus défavorisées. Vous constatez aujourd'hui qu'il y a un fort taux de chômage au Togo, mais c'est quand même inquiétant. À côté de ça, on parle de plusieurs initiatives à l'adresse de la jeunesse, mais on ne voit pas concrètement ce que ça résout comme problème à la base et comme problème au niveau de cette jeunesse-là. Il y a plusieurs initiatives qui ressemblent à du saupoudrage, à du copier-coller. Il y a des gens qui sont en phase d'expérimentation de leur projet aussi. Et tout cela est fait sans prospective. En fait, c'est le problème parce que quand vous voulez aujourd'hui vous avez écouté, parler... il y a encore quelques jours, les responsables de ces programmes-là, disons le ministère du Développement à la base, la jeunesse et tout, faire un bilan. Et quand on revoit, moi, ça résonne encore dans mes oreilles, tout est parfait. En tout cas, même s'il y a des avancées, mais où il y a des progrès à faire, on dit tout est parfait. Bon, en réalité, c'est vrai qu'il y a un travail qui se fait, mais en fait, c'est la pertinence ou l'efficacité des nombreux projets qu'on a. Il y a aujourd'hui des projets, même des programmes qui se chevauchent, qui sont presque les mêmes, mais qui ont juste changé de dénomination. Et donc, tout cela aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il va falloir refondre. C'est pourquoi je parlais de prospective. Est-ce qu'il y a eu une étude sérieuse en amont pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut véritablement impacter ces jeunes? C'est vrai que l'année dernière, beaucoup de jeunes avaient attendu le forum présidentiel de la jeunesse pour pouvoir poser de réels problèmes. On a dit que c'était ouvert à 3000 jeunes, mais vous avez une demande très forte. Vous aviez eu une demande très forte l'année dernière. Malheureusement, ce forum n'a pas eu lieu et parce que des jeunes attendaient sérieusement les pouvoirs publics pour pouvoir soulever un certain nombre de problèmes. Et au-delà de la recherche de l'emploi, aujourd'hui, quand un jeune veut embrasser l'entrepreneuriat ou veut quand même exercer dans l'entrepreneuriat, il est sujet à beaucoup de difficultés. Vous avez par exemple l'accès au crédit, qui est qu'un casse-tête chinois pour les jeunes. Ensuite de cela, vous avez les impôts, l'OTR. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui a un peu corsé l'addition, parce qu'aujourd'hui, avec le nouveau code des impôts, vous avez la patente,
la patente qui vient remplacer la TPU et qui coûte 12 fois plus cher, c'est-à-dire on est passé d'un régime de 50 000 à 600 000. Oui. Donc ça quitte et pourtant, on nous a dit qu'on veut alléger les choses. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que l'auteur dit, mais en réalité, de manière concrète, il y a des problèmes. Parce que quand vous allez à la patente à 600 000, si moi je suis un entrepreneur, est-ce que moi je vais pouvoir supporter le coût que le fisc m'oblige à payer si moi je n'augmente pas le prix de ce que je vends? Mais est-ce que les gens, une fois pensé à la crise sociale, à la grogne sociale qui pourrait en avoir, si on vend une tomate à 25 francs et qu'avec la patente, moi je suis entrepreneur, et qu'avec la patente, je paye 600 000 ou bien 12 fois plus cher, moi si j'augmente le prix de vente à 12 fois, je l'augmente de 12 fois. Et donc, si je peux suivre ce rythme-là, je le suis. Donc, si le client, ce sont les populations qui seront laissées sur le carreau. Voilà, c'est là où la grogne sociale va monter. C'est ça le problème. C'est pourquoi je parle de prospective. C'est-à-dire que on prend des décisions, après on se rend compte de ce qu'on est en train de faire. Parce que tout cela, ça existe parce qu'il n'y a pas véritablement de prospective. Avant, dans ce pays, on avait un ministère en charge de la prospective. C'était Kakon Mboupo, qui faisait de la prospective et l'évaluation des politiques publiques. Mais c'est un ministère stratégique, c'est un portefeuille stratégique. Moi, je ne sais pas pourquoi ça a disparu, mais il va falloir qu'on puisse mettre ce ministère-là en marche parce qu'on ne peut pas se développer, on ne peut pas prétendre développer un pays ou l'adapter à des défis de la jeunesse sans prospective. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui concrètement, d'ici 30 ans, d'ici 15 ans, d'ici 10 ans, combien de jeunes nous aurons sur le marché du travail? D'ici 5 ans, combien de jeunes nous aurons? Qu'est-ce que le PND prévoit pour ces jeunes-là? Est-ce que le PND a tenu compte de cette prospective et l'adapter à l'évolution de la jeunesse, à l'évolution de ces chômeurs ou bien de ces demandeurs d'emploi qui, chaque jour, tombent sur le marché du travail? Et donc, sans cela, je pense qu'on fait du saupoudrage. Ce n'est pas la peine de venir nous dire à la télé qu'on a fait ceci, on a fait tel programme. À la base, si vous ne faites pas d'études sérieuses, d'enquêtes sérieuses, on n'arrivera nulle part. Sylvestre, quel commentaire vous faites autour de ce sujet-là? La jeunesse, le chômage, le travail. Il y a une certaine jeunesse qui a le sentiment non seulement qu'elle est abandonnée, mais qu'on l'offre, on ne lui donne pas la possibilité de s'exprimer. Oui, vous savez, tout à l'heure, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai écouté Michel Tchadja qui citait ces paravents de recours. Moi, je les appelle comme ça. Ces paravents de recours à l'entrepreneuriat. Je vais parler donc du FAEJ et de la NPE. Vous savez, en réalité, ce sont des sociétés qui n'apportent rien de plus à la jeunesse togolaise. Vous savez, en une année, il y a tellement donc de jeunes Togolais qui sont déversés sur le marché de l'emploi. Mais devant, nous avons l'impression que ce n'est pas une impression. Je me dis, c'est peut-être une réalité. On est d'accord que l'État ne peut pas tout absorber. Oui, nous sommes d'accord que l'État ne peut pas tout absorber. Mais vous conviendrez avec moi qu'il y a tellement donc de cumul de postes au niveau de l'État. Mais finalement, quel est le sens que vous donnez donc à cette envie-là de donner l'emploi aux jeunes au moment où vous laissez quand même des cumulards à votre niveau? Vous savez, il y a tellement... Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se donne l'impression, mais la réalité, c'est que l'État démissionne. L'État démissionne de voir donc l'emploi. Vous savez, ces milliers de jeunes qui défilent au niveau donc quand l'opposition appelle à défiler, il y a au moins 80% ou 70% qui ne marchent pas pour faire peut-être partie de Yassingbe, mais parce qu'ils n'ont rien à manger, peut-être un bourgeois. Ils n'ont rien à manger. Donc aujourd'hui, vous allez faire un peu le tour de la ville de Lomé. Je l'ai dit une fois ici où vous pouvez trouver un monsieur très bien habillé et dans la rue qui vous appelle. Vous croyez qu'il va peut-être vous dire quelque chose. Tu peux pas me donner peut-être 500 francs. Tu peux pas me donner 200 francs. Vous savez, lorsque vous avez ce genre de situation dans une société, ça justifie aujourd'hui les braquages que nous avons. Parce que les gens ils ne voient plus l'avenir en face. Et là, ceux qui n'ont tellement rien deviennent des proies faciles pour ceux qui commettent ces gens. Pour des réseaux. Vous êtes là, vous n'avez même pas 500 francs dans la poche. Quelqu'un, un ami qui vous appelle, vous dit viens m'accompagner, nous allons peut-être braquer là, on ne va pas nous arrêter. Peut-être pour ce jour-là, tu auras 600 000 ou peut-être 2 millions. Ils sont devenus des proies faciles. Ils sont devenus aujourd'hui des proies faciles. Donc, c'est ce qui justifie ce genre de braquage que nous avons connu en 2017. Nous avons 36 cas de braquage au Togo. Donc, aujourd'hui, et là, ça devient récurrent. Déjà, à partir de 2018, ça devient récurrent. En même temps, on ne pourra pas dire que c'est parce qu'on n'a pas d'emploi que, il y a la criminalité qui s'augmente. Non, je dis que ces gens-là qui n'ont tellement rien à manger deviennent des proies faciles pour ceux qui commettent ces attaques. Il suffit donc de leur proposer tellement de choses que vous regardez devant et derrière, il n'y a personne. Pourquoi pas? Bon, je peux tenter voir.
Voilà, donc aujourd'hui, l'État a tellement démissionné au niveau de la place des jeunes. Alors, ça, il faut le dire. Est-ce qu'il faut aujourd'hui amener l'État togolais à s'intéresser un peu plus que ce qu'on espère à la jeunesse? Alors, vous savez, avec le nouveau gouvernement, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à espérer. Il n'y a plus rien à espérer parce qu'il n'y a pas une vision. Si le chef de l'État, en 2015, avait quand même baptisé son mandat, le mandat actuel, un mandat social, et qu'un Premier ministre que vous avez mis en place n'a pas quand même su circonscrire, peut-être vous donner des initiatives ou être beaucoup plus ingénieux, et vous le reconduisez, ça veut dire qu'en réalité, en face, on n'a plus de vision. On n'a plus de vision. Il y a tellement eu de grogne autour donc, de ce gouvernement sortant et qu'on reconduit, ça veut dire qu'en réalité, c'est devenu un gouvernement politique. Donc, on va revenir là-dessus. Donc aujourd'hui, je vous dis que, et figurez-vous, le chef de l'État qui a annoncé en 2018 qu'il y aura un forum présidentiel avec les jeunes, ça n'a jamais eu lieu. Or, c'est le moment, je crois qu'il y a un conflit qui le voulait. C'est le moment, en fait, de discuter avec les jeunes, de les écouter. Peut-être que ça pourra vous donner également une idée de comment orienter votre politique intérieure. Ça n'a jamais été fait. Donc, lorsque vous ne connaissez pas les aspirations profondes de ceux que vous avez en face, vous ne pouvez pas peut-être vous-même mijoter ou pondre quelque chose qui va quand même satisfaire leurs attentes. Alors, voilà. on va déjà commencer, Michel, c'est ce que vous disiez, il faut déjà commencer par décharger ceux qui ont 2, 3, 4 postes. Mais ce qu'on ne nous dit pas... Parce qu'aujourd'hui, pas... c'est vrai qu'il faut relever les manquements et consorts, mais en même temps, il faut faire des propositions au gouvernement togolais. Oui. Parce qu'ils ont du mal à s'en sortir. Est-ce que nous n'avons pas de leçons à donner à ces gens? Non, on n'a pas de leçons à donner, mais on fait des propositions. Oui, ce que nous disons, ce n'est pas la première fois que nous le disons. On le dit, et ici, on le dit ailleurs aussi. Ça dit, bon, et les années passent. Bon, les choses sont telles. Le cumul. Peut-être on va en parler tout à l'heure. Quand on a formé le bureau de l'Assemblée nationale, il y a quelqu'un qui était vice-président. Oui. Le lendemain, il est ministre. Bon, c'est que on dit bon, c'est un extra. Comment il est? Dans l'opinion, ça choque. Ça choque dans l'opinion. Bon, c'est quoi la personne là? C'est quoi? C'est un surhumain ou comment il travaille? Il est en même temps premier vice-président, à l'Assemblée, c'est un poste très, très important. Et en même temps, il est ministre. Et puis, c'est incompatible selon la Constitution. Voilà. Il va être bon, à l'Assemblée et occuper un poste encore gouvernement. C'est un cas, il y en a plein, des situations comme ça où il y a les DG qui sont en même temps PCA partout. Je ne vais pas parler du directeur général du port. Mais il y a quand même un élément à relever. Oui. Celui qui occupe des postes, on peut estimer que c'est pas bon, mais si on lui enlève un poste, ça va permettre d'embaucher combien de jeunes? Est-ce que c'est ça la solution en réalité? Non, mais ça donne l'espoir. Attention, quand vous êtes 2, le jour où vous apprenez que votre ami a été recruté quelque part, vous n'êtes pas encore recruté, mais vous dormez bien la nuit là. Parce que vous vous dites que peut-être demain sera bon pour vous. Mais quand vous êtes là, et vous deux vous êtes là, les années passent. Mais à un moment donné, c'est pourquoi il y a des gens qui se disent, ben, nous c'est comme, nous on n'est pas des Togolais, les vrais Togolais c'est eux qui ont tout, et nous on est là à côté, on les observe, quand ça les plaît ils nous donnent, sinon ça ne plaît pas. Il ne faut pas cultiver ces sentiments, il ne faut pas encourager la culture d'un sentiment pareil dans une république, c'est dangereux. Parce que ces gens-là, le jour où ils n'ont rien, ils savent qu'ils n'attendent que la mort, mais ces gens-là, ils sont prêts à tout. Voilà. Bonjour Jacques, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs. Il va falloir qu'on s'intéresse beaucoup plus à la jeunesse togolaise. Bon, vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez les statistiques au niveau de la population togolaise, vous sentez que la plupart de la population, c'est une population jeune. Oui. Et prenez le cas, par exemple, de nos universités. L'université de Lomé, l'université de Kara. Les universités privées. Voilà, privées. Chaque année, on ne fait que déverser les bacheliers. Aujourd'hui, ces bacheliers n'ont plus d'espoir par rapport au lendemain, concernant la fonction peut-être qu'ils peuvent occuper demain. Si bien que cette jeunesse, aujourd'hui, elle est au désespoir. Hein. La jeunesse, en elle, voit que l'avenir est bouché. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où vous allez retrouver en pleine journée, sur les carrefours, sous les arbres,
des jeunes souvent qui sont là, s'ils ne jouent pas aussi pas, ça c'est les dames, ils sont là. Ça continue ça? Ça continue. Parce que ils n'ont pas de boulot. Aujourd'hui, quand vous prenez même le métier des émigrants, c'est également un secteur saturé. Et vous prenez pas, si on veut parler des conducteurs de taxi, même là aussi c'est une autre paire de manches. C'est saturé aussi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'on en avait parlé ici entre-temps au cours d'une émission. Il faut faciliter l'accès au crédit de cette jeunesse-là. Je connais aujourd'hui un jeune homme qui est coordonné, qui est rentré de la Côte d'Ivoire. La fois passée, il me disait qu'il en lancé un prêt de 500 000. Mais jusqu'à présent, on le tourne en bourrique. On lui demande d'amener le titre foncier d'un terrain. Il se dit, mais il va trouver ça où? Un titre foncier pour avoir 500 000, pour pouvoir démarrer, vous voyez, un projet. Ouais, c'est vraiment c'est difficile quand on en parle, mais il est important aujourd'hui. Je crois que nous avons un secrétariat plutôt, chargé de l'emploi des jeunes, c'est ça? Donc, oui, effectivement, Madame Assi. Assi, voilà. Je crois qu'il est important qu'on puisse répertorier ces jeunes-là et pouvoir les soutenir, les aider. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons vu, entre-temps, Madame Doubé aller dans certains centres des ateliers de certains jeunes, où on a apporté des chèques de 500 à 1 million à certains. Mais il est important aujourd'hui qu'on puisse élargir l'éventail de cette aide-là, aujourd'hui, à cette jeunesse. Je crois qu'aujourd'hui, si la jeunesse voit que l'avenir est bouché, mais il faut s'attendre à ces manifestations. On voit aujourd'hui ce qui se passe avec les gilets jaunes en France. On ne voudrait pas qu'aujourd'hui cela se transporte également dans notre pays où, lorsque l'opposition va appeler encore à des manifestations, la plupart de ces personnes que nous allons retrouver, je crois que Michel avait écrit entre-temps un article qui disait que dans les années et les mois à venir, le Togo n'aura plus d'opposition, mais la seule opposition que le Togo aura aujourd'hui, le gouvernement aura en face, c'est le chômage. Ah oui, chômage. Je crois que c'est le chômage. Donc je crois que il faut régler ce problème. Il faut régler ce problème au plus vite. Et je crois qu'il parlait de tout à l'heure de ceux qui sont partis à la retraite, qui ne veulent pas partir. Mais il y en a également qu'on a nommés, mais qu'on ne veut pas confirmer. Hein? Mais vous prenez les intérimaires. Les intérimaires. Sont nombreux. Oui, Michel, vous en avez parlé là. Je crois que par rapport il est important. aux médias. Oui, parce que quelqu'un qui est intérimaire, Eric, excusez-moi, il ne peut pas signer un bon de sortie de plus de 50 000 francs. Il ne peut pas. Ah, bien sûr. Oui. Un intérimaire ne peut pas signer. Il faut l'autorisation du ministre. Quand ça dépasse 50 000. Mais écoutez, à la TVT, c'est un intérimaire. Radio Cara, un intérimaire. Radio Lomé, un intérimaire. Bitodra, un intérimaire. Direction du livre. Un intérimaire. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Et Togo Presse, un retraité de plus de 10 ans. Bon, là-bas, il n'y a pas d'intérimaire pour l'instant. Presque. Mais c'est quelqu'un qui doit être normalement quitter les lieux. Il est admis à la retraite de toute façon. Direction de la formation civique. Intérimaire. Voilà. J'espère qu'avec la venue du ministre Foli Bazi, Katari, espérons qu'il va corriger ces anomalies. La directrice de la TOP est partie également à la retraite. Depuis le 1er janvier. Mais il n'y a pas de remplaçant aussi. Je crois qu'il faut prendre effectivement des mesures. Très bien. Écoutez, on pourra revenir sur ce sujet une autre fois. Un auditeur qui nous dit d'ailleurs qu'on n'est que 7 millions au Togo, ce qui n'atteint même pas le nombre d'employés de certaines sociétés. Oui, pas au Togo quand même. Peut-être en Chine et dans plusieurs autres pays. Oui, vous pouvez naturellement nous envoyer des messages sur notre numéro WhatsApp ou SMS, c'est le 90 111 49 62. Lorsqu'il sonnera 12h20, là vous aurez la possibilité pour ceux qui le souhaitent intervenir directement dans l'émission pour aussi apporter leur contribution, leur analyse des sujets que nous débattons. Là on vient de parler du chômage et de l'emploi des jeunes. Je voudrais qu'on aborde la question de la justice avant de parler de la politique. La justice où la semaine dernière, je pense que c'est la Cour suprême qui nous annonce que il y a des dossiers qui dorment chez elle. Et elle n'avait pas les moyens pour pouvoir les traiter et ce sont les institutions internationales qui lui donnent de l'argent maintenant. Donc 500 au moins vont être donc remis sur le tapis. Est-ce que ça ne pose pas un problème de fond, puisque vous avez travaillé sur le sujet?
Bon, oui, on peut le dire ainsi, mais véritablement, à part les problèmes de fonds, il y a aussi le problème de ressources humaines. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça repose la question de l'emploi, parce que le président de la Cour suprême a reconnu qu'ils sont sous-effectifs au niveau de la justice, et donc les dossiers qui sont là aujourd'hui à traiter, c'est des dossiers kilométriques, c'est des dossiers qui se sont entassés depuis des années, et donc il va falloir trouver une solution pour les solder, les évacuer rapidement. Il a dit que le gros lot, c'est le problème, les litiges fonciers. Et donc aujourd'hui, vous avez au niveau de la Cour de la justice togolaise 70% des dossiers qui relèvent du foncier. Et donc il va falloir trouver une solution pour que véritablement on puisse les solder. Maintenant, sur le cas précis de la dernière fois où ils ont dit qu'il y a 500 dossiers qui vont bientôt être apurés, il a dit que la majorité, c'est des dossiers qui concernent le litige foncier. Et ça pose véritablement un problème parce qu'on ne peut pas attendre finalement le concours. Bon, on peut le faire dans certaines circonstances, mais là, précisément, je pense qu'il y a un petit problème parce qu'on ne va pas éternellement tendre la main à l'Europe pour pouvoir prendre des ressources financières afin de pouvoir véritablement faire fonctionner notre justice. C'est vrai qu'il y a une réforme de la justice, mais allez voir de quelle réforme nous parlons. Récemment, en 2018 plutôt, il y a eu plusieurs mouvements des greffiers, des magistrats qui ont menacé d'entrer en grève, certains qui sont entrés en grève. Il y a eu des discussions, mais ça n'a, au finish, ils ont quand même essayé de trouver une solution ou un terrain d'entente par rapport aux perspectives. Mais aujourd'hui, par rapport à... Ce ne sont que des perspectives. Voilà. À date de l'échéance arrivée, s'il n'y a pas de résultats concrets, voilà, on pourra les revoir encore en mouvement. Bien évidemment. Donc, ce ne sont que des perspectives. Donc, il va falloir peut-être au niveau de la fonction publique ouvrir un concours pour recruter davantage de magistrats et de greffiers au sein de la fonction publique et ensuite voir dans quelle mesure on peut véritablement se consacrer aux dossiers urgents parce qu'il n'y a que 500 maintenant. Peut-être demain, parce que les dossiers qu'il y a au niveau de la justice, c'est des dossiers, comme je l'ai dit, kilométriques, c'est des dossiers qui datent des années et qui sont là, qui dorment. Il va falloir qu'il y ait des gens qui puissent véritablement travailler dessus, instruire les dossiers, les enrôler, pour qu'on puisse véritablement faire des procès afin que ceux qui sont les plaignants ou ceux qui sont la partie défenderesse, comme on dit au niveau de la Cour suprême, puissent véritablement rentrer dans leurs droits. Donc, il va falloir qu'on puisse accélérer cette procédure afin qu'on puisse avoir une justice digne de ce nom. Alors, on va dire dans ce pays quand même que le Togo est un État souverain. Et là, en matière de justice, si l'Union européenne n'intervient pas pour nous aider à badigeonner nos murs, d'acheter quelques ordinateurs, si telle institution n'intervient pas pour nous aider à recruter quelques main-d'œuvre pour pouvoir faire avancer nos dossiers, ça veut dire que jamais des citoyens qui sont pleins dans une affaire où il y a des litiges, on ne connaîtra jamais de solution pour ces problèmes-là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond qu'il faudra relever à ce niveau, Sylvestre Béni? Vous savez, lorsque le chef de l'État est arrivé au pouvoir en 2005, l'un des premiers actes qu'il a posé, c'est de moderniser la justice. Donc depuis 2005 qu'on parle de la modernisation de la justice. Mais ça s'est arrêté seulement au badigeonnage, au crépissage des murs avec la cour de la justice pavée. Et puis, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas quand même du sérieux. Parce que les magistrats posent un problème de fond, les moyens. Les moyens, ça demande des moyens. C'est pourquoi je dis, là, quand on parlait donc de modernisation de la justice, on devait beaucoup plus passer aux moyens que de badigeonner peut-être les murs, paver la cour de justice ou autre. Donc aujourd'hui, on nous parle donc de la Cour suprême, on nous parle de 500. Je me rappelle qu'à l'époque aussi, la presse parlait de l'insalubrité quand même au niveau de la justice. Hein. Bon, quand vous rentrez dans les bureaux des avocats, des magistrats. Nous préférons que peut-être que ces bureaux-là soient sales et que les dossiers puissent... Oui, c'est mieux. Donc comment voulez-vous que quelqu'un peut-être soit arraché... un procureur, il y a des dossiers partout. Comment voulez-vous que quelqu'un soit arraché pendant 10 ans et qui n'a jamais eu peut-être de satisfaction à son dossier, et là, il préfère peut-être que les murs soient sales et que lui, il soit satisfait. En réalité, la justice est là peut-être pour régler les litiges et satisfaire peut-être le public. Mais si aujourd'hui, on a quand même de beaux bureaux et qu'il n'y a rien, vous conviendrez avec moi qu'on préfère aujourd'hui que les bureaux soient sales et qu'on puisse apurer ces dossiers. Aujourd'hui, on nous parle de 500 dossiers à apurer, mais 500 sur combien? Je crois qu'en bonne intelligence, il faudrait demander 500 sur combien? Si c'est 500 sur 2 millions ou 500 sur peut-être 2000, vous voyez que en réalité, c'est du saupoudrage. Il y a quelqu'un qui disait que c'est de la peau de Perlimpinpin, voilà. Le professeur Apédo. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je crois que il y a tellement... D'abord, la justice togolaise ne rassure pas.
ça, il y a des aspects clichés là, parce que c'est un juge peut-être trop politisé. Et j'ai eu quand même à donner, et sur ce même plateau, la note du ACDH, le rapport du ACDH en 2013, où on disait qu'il y a certains magistrats qui prennent les dossiers, qui vont voir le ministre, comment il faut conduire le dossier, des instructions avant donc de revenir. Mais peut-être que, comme il n'y a pas d'instruction, donc on a tellement de dossiers, on attend les instructions sur instruction personnelle du chef de l'État avant d'appuyer les dossiers. Donc c'est triste. C'est triste pour un pays qui veut quand même se donner peut-être cet apparat-là de démocratie. Et en réalité, lorsque on scrute bien dans tous les domaines, c'est n'importe quoi. On peut le dire. Michel, quelle est votre analyse sur ce dossier lié donc à la justice et ce que la Cour nous a annoncé la dernière fois? Non, ce qui est intéressant, c'est que la Cour a bien précisé que c'est des dossiers qui datent des années. Et il faut quand même aider les justiciables dans ce domaine-là. Et s'il fallait attendre cet apport de l'Union européenne, je trouve que bon, le Togo est dans une coopération, même la réforme de la justice dont on a parlé tant depuis 2005, comme le dit Sylvain Bédi, je pense que c'est avec l'aide de l'Union européenne. Oui, bien sûr. Même notre cour d'appel, les locaux, c'est construit avec la coopération. Donc, ça continue, la coopération. Si la Cour suprême vraiment a cette bonne volonté, moi, je ne peux que me réjouir et demander qu'au-delà de 500 dossiers, s'il y a encore d'autres, que vraiment ça puisse continuer, que ça ne s'arrête pas aux 500 dossiers, s'il y en a encore, que ça continue, et que véritablement la justice fonctionne pleinement. Parce qu'aujourd'hui, dans l'opinion... Pour que la justice togolaise fonctionne, il faut qu'on donne des aides de l'extérieur. Non, c'est un apport. C'est un apport, c'est normal. Le Togo, heureusement, est en coopération avec l'Union européenne. Et donc, ce que l'Union européenne... on aurait souhaité que ce soit les fonds propres du Togo qui servent à régler ces problèmes-là. Mais puisque partout, comme quelqu'un le disait, au Togo, tout est priorité, on a des problèmes un peu partout. Et donc, si l'Union européenne, moi je ne trouve pas que ça soit un problème que ces gens-là nous assistent. C'est de bonne guerre. Seulement, moi je souhaite que la justice se regarde dans le miroir au Togo, parce que dans l'opinion, vraiment, on ne parle pas du bien, la justice n'a pas bonne presse, comme on le dit. La justice, vraiment, on la reproche beaucoup de choses. Et si les responsables de ce secteur-là pensent vraiment, d'une manière ou d'une autre, aider à ce que les choses aillent dans le bon sens, moi je ne peux que les féliciter. Ça peut être un coup de main terrible pour la justice togolaise aujourd'hui à avancer véritablement. Jacques? Non, vous savez, faut qu'on se dise la vérité. Nous constatons qu'il y a un manque de volonté de la part de la justice togolaise. Quand vous des magistrats? Des magistrats. Prenez, il y a certains dossiers on a parlé de 500 en souffrance. Mais la plupart de ces dossiers-là, quand vous les fouillez, souvent c'est les problèmes de terre. Foncier. Le problème foncier, la plupart de ces dossiers. Moi, je connais un monsieur qui a un litige foncier avec un autre depuis 1987. 1987? Je vous dis. Le 22 passé, il est allé. On a encore envoyé le dossier le 22 février prochain. Il dit tout le temps quand il va, toujours c'est renvoi. Renvoi, il ne comprend rien. Ça dépend de ceux qui sont sur le dossier. Justement. Vous voyez? Donc c'est en ça que je voulais venir. C'est-à-dire que si on dit qu'il y a un problème... Est-ce qu'il faut besoin de l'Union européenne pour régler ce problème? On n'a pas besoin, justement. Non. On n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi je parle de la volonté. Si les gens ont la volonté, ces problèmes-là peuvent se régler. Mais au moment où on n'a pas la volonté, écoutez, ces dossiers-là vont rester en souffrance. Donc, quelque part, c'est vrai qu'on a besoin de l'apport de l'Union européenne. Aucun pays ne peut dire qu'il n'a pas besoin de l'apport de notre pays. Quand vous prenez aujourd'hui ce qui se passe en Centrafrique, où on débarque certains juges de certains pays, le Sénégal, tout ça là pour aller juger les Centrafricains, donc c'est pour vous dire que quelque part, ils ont un problème. Donc, ils ont besoin de l'aide. Mais au Togo, on n'a pas besoin quand même d'apporter des juges dans d'autres pays pour pouvoir juger nos compatriotes. Mais il est important aujourd'hui que nos juges même puissent avoir cette volonté
d'aller à fond de certains dossiers. On fait appel aux retraités. Bon. Je pense que l'homme qui était sur le dossier, comme le président de la Cour suprême a fait état du fait qu'il y a manque de personnel et que c'est sûr qu'ils feront appel aux retraités. Oui, pour le faire. Non, je veux juste appuyer. Oui, justement. Donc je crois qu'il faut la volonté, Eric. S'il y a la volonté, on peut avancer. Mais s'il n'y a pas de volonté, on ne pourra jamais avancer. Je vous dis, faites un tour au niveau de nos tribunaux et vous allez voir que la plupart de ces... Parce que quand on parle d'homicide volontaire et tout ça, on sait qu'il y a un tribunal spécial qui est chargé de ça pour les juger. Mais la plupart, je vous dis que c'est les problèmes fonciers. Et c'est les problèmes fonciers qui sont en souffrance, effectivement, au niveau de ces tribunaux. Donc, si le président de la Cour suprême a parlé de ça, il faut qu'il avance. Hein? Il n'a qu'à donner vraiment un coup d'accélérateur pour que on puisse effectivement évacuer rapidement ces problèmes. Très bien. Eric, tu sais, oui, Michel, il y a l'intervention de Jacques m'a amené à relever quelque chose. Vous savez, il y a le fait qu'on peut nous appuyer pour appuyer certains dossiers, en tout cas pour faire bien fonctionner l'administration judiciaire et autres. Mais si les juges eux-mêmes créent un dysfonctionnement, là, ce n'est pas... Ça, c'est ce que Jacques dit. Les juges eux-mêmes... Ça dit délibérément créent des situations ça dépend gérables. Sur un dossier, s'il y a un gros morceau qui est quelque part, bon, on essaie de repousser à demain. C'est parce que quelqu'un est plus fort sur le dossier. Ça pose un problème d'indépendance de certains magistrats vis-à-vis de certains dossiers que les justiciables vraiment évoquent tout le temps. C'est pourquoi j'ai dit que la justice, les juges, les magistrats eux-mêmes n'ont qu'à se regarder dans le miroir. Parce que dans l'opinion, ça ne voit pas. Oui, je crois que dans la même lignée que Michel, moi je vais plutôt évoquer le cas de certains avocats véreux. Parce qu'il y en a aussi qui laissent les dossiers en souffrance, ne serait-ce que pour mieux sucer leurs clients. Ça se fait également. Ils s'entendent finalement. Ils s'entendent. C'est possible qu'on puisse peut-être aller voir peut-être le magistrat ou le président lui demander de faire un renvoi parce qu'on doit encore un peu sucer le client. Oui, il y a également ces gens d'avocats qui sont là, qui laissent véritablement le dossier en souffrance, hein, parce qu'en sachant qu'au moins en 2 ans, ils peuvent au moins mieux sucer le client et puis bon, finalement, voilà quoi. Et si vous leur demandez, ben, mon dossier, où en sommes-nous pour mon dossier, mais il te dit, bon, il y a encore tel document, on doit encore faire telle chose, donc on doit véritablement, on a encore besoin donc, de tel montant pour continuer. Il y en a qui le font. Et surtout, et en ce qui concerne également les dossiers et les litiges fonciers, il y a également des avocats qui provoquent, hein, qui vont voir peut-être les propriétés terriens pour dire non, toi il faut refuser que tu n'as pas signé le reçu de vente, donc porte plainte contre le propriétaire. Après nous allons gérer. Il y a également cette dernière situation de la société. Un avocat qui va voir peut-être un propriétaire terrien dit bon, toi, d'autant plus que tu n'as rien gagné, bon, il faut porter plainte contre le monsieur que toi, tu n'es au courant de rien, tu n'as pas signé, alors que toi, c'est toi le mandataire, donc il faudrait créer quelque chose pour que nous puissions au moins gagner quelque chose. Il y a ce genre de situation, si vous écoutez bien la population. Et c'est dommage, tout ça. On espère qu'une solution sera apportée à toutes ces questions. On va aborder, il y a des auditeurs qui interviennent justement sur le sujet. Il y a un qui nous dit justement que pour ces conflits fonciers, il y a aussi la guerre des réseaux. Les dignitaires sont derrière, un petit peu comme vous disiez tout à l'heure, Sylvestre. Un autre auditeur qui nous dit quand il faut mettre les moyens pour rendre la justice aux pauvres citoyens, l'État n'a pas les moyens, mais pour s'éterniser au pouvoir, bon voilà, ça recommence. L'État togolais a tous les moyens d'organiser ces élections. Voilà, c'est ce que nous dit donc cet auditeur. Je veux qu'on aborde maintenant la question politique. On pourra revenir sur les autres messages. La question politique avec la nomination du Premier ministre et de son gouvernement il y a quelques jours. C'était jeudi, notamment, on était là, et puis après on nous dit qu'il y a un gouvernement, il y a un Premier ministre. Alors on se pose la question pour quel chantier, puisque nous savons que nous sommes à quelques encablures de 2020, et donc ce gouvernement est mis en place par rapport donc à 2020.
La reconduction de Selom Klasso a été une surprise pour vous et l'homme à Tissogui? Non, du tout, parce qu'on l'a écrit dans notre parution d'il y a 2 semaines, une possible reconduction de Selom Komi Klasso. Vous savez, on est à 1 an de l'échéance présidentielle et je pense quand même que si vous analysez bien, vous pouvez comprendre facilement que on pourrait reconduire le gouvernement en l'état. À moins de faire quelques jeux de chaises musicales. Oui, c'est ça l'interrogatoire dans l'opinion. Alors, si on doit reconduire ce gouvernement en l'état, pourquoi est-ce qu'il a démissionné? Parce qu'on a accepté qu'il démissionne. Mais il faut d'abord qu'il démissionne. Ça dit, on dit après les élections, le gouvernement remet sa démission et ensuite le chef d'État nomme un nouveau premier ministre qui forme son gouvernement. Donc, il fallait que le gouvernement démissionne pour pouvoir se conformer à la pratique républicaine. Maintenant, si on veut reconduire les mêmes, on peut les reconduire. Ça, c'est le chef de l'État qui décide. Bon, maintenant, par rapport même à cette reconduction-là, et Michel l'avait dit tantôt, il y a là 1 semaine sur ce plateau, pour dire qu'en réalité, ce poste de Premier ministre, c'est un poste qui, ma foi, est un poste fusible, c'est-à-dire que c'est un poste qui est là pour le décor. Et donc, on l'a encore prouvé avec cette nomination, parce que le président de la République, qui une première fois dans l'histoire politique du Togo nomme un Premier ministre qui forme le gouvernement en même temps. C'est-à-dire le Premier ministre découvre son gouvernement au même moment qu'il est nommé, et le ministre aussi se découvre au même moment qu'il découvre le Premier ministre. Donc ça, par exemple, on enlève au Premier ministre cette prérogative. C'est-à-dire qu'on les supprime carrément parce que c'est le Premier ministre qui, constitutionnellement, après avoir été nommé, consulte des gens pour pouvoir former son gouvernement et qui propose des gens que le chef de l'État valide. Mais maintenant, on a constaté que fait rare, curieusement, le président nommait le Premier ministre et le Premier ministre découvre ses ministres le même soir du jeudi de la semaine dernière, je crois. C'était le jeudi 21, voilà. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose d'anormal que nous avons tous constaté. Maintenant, au sein même de l'équipe qui a été formée, on a constaté que les ministres étaient nommés à compte-gouttes. C'est-à-dire, il y a une première vague, il y a une deuxième vague, un peu comme en 2000, il y a cela 3 ans, où on avait nommé des gens ministres à 20h, à 13h, on leur enlève des prérogatives, et des gens qui sont passés de ministre à ministre délégué, et on a revu carrément les choses. Donc, c'est la même chose qu'on a fait cette année, sauf que cette année, c'était un peu plus particulier, parce que on a constaté que, après la formation du gouvernement, on a laissé 4 portefeuilles vacants, oui. Mais en réalité, nous, quand on est allé aux nouvelles, on nous a appris que c'est des portefeuilles réservés à l'UFC. C'était ça l'information parce qu'au niveau de l'UFC, visiblement, on n'est pas. En tout cas, on ne confirme pas cette version des faits. En tout cas, moi, je ne vais pas prendre la parole d'un politique comme argent comptant. Je vous dis que c'était des postes réservés à l'UFC. Il y avait 4. Et Gilles-Christ Olim qui avait proposé 4 noms. Gilles-Christ est rentré le vendredi, la semaine dernière à 22h. Il est à Lomé présentement. Je dis, il y avait 4 postes réservés à l'UFC. Entre-temps, il y avait des fuites au niveau de la présidence parce que c'était des noms validés, et les vieux caciques qui ne sont pas sur la liste proposée par M. Gilles-Christ Olympio ont déclaré la guerre aux jeunes qui étaient sur la liste. Donc c'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème qui s'est posé au niveau de l'UFC, pour que finalement on ne se retrouve pas au gouvernement. Il faut pas nous baratiner avec les histoires de on est chef de file, on est chef de file. C'est le vrai problème qui s'est posé. Maintenant, quand Gilles-Christ est rentré vendredi, je pense qu'il y a une réunion entre eux. Comment ils se sont pris ensemble, pour moi, je ne sais pas. Ce n'est pas ma tasse de thé. Mais de toutes les façons, on a constaté que le gouvernement est tombé à compte-gouttes. Et c'était ce problème de l'UFC qui a fait qu'on a quand même essayé de nommer les ministres plus tard. Bon, maintenant, sur le fond même de l'exécutif, moi, je suis quand même gêné et quand même, je ne sais pas, étonné, mais de constater que on prend quelqu'un qui a été élu premier vice-président de l'Assemblée nationale il y a 2 jours et on le ramène au gouvernement comme ministre de l'enseignement technique. Mais il y a un problème, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'on peut dire à nos enfants. C'est-à-dire, franchement, il y a un problème avec la morale dans ce pays. À nos enfants, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quelqu'un qui vient d'être élu premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est le poste le plus stratégique de l'Assemblée. Administration et finance, c'est sous le premier vice-président. Cette même personne, 2 jours plus tard, il n'a même pas pris fonction. Il n'a même pas une seule fois pris fonction en tant que premier vice-président de l'Assemblée. Parce qu'il n'y a pas eu de plénière pour qu'il puisse être à son poste. Oui. 2 jours après, on le nomme ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mais quand même, il y a un problème dans ce pays parce qu'on ne peut pas nous dire qu'on n'a pas trouvé de personne à nommer comme ministre. Mais l'ancien, Georges Haïdam, l'ancien, oui, à part ce qu'il faisait comme, à part le rôle qu'il jouait comme ministre de l'enseignement technique, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'avait rien.
Mais autant le laisser ou on prend une autre personne. Mais pourquoi prendre le premier vice-président? Bon, peut-être qu'on va nous dire qu'au Parlement, l'élection de la présidente de l'Assemblée a fait frustrer des personnes, il faut leur faire plaisir. Donc, on supprime de façon superfétatoire le poste de premier vice-président et normalement ministre. Et on permet à la deuxième vice-présidente d'être de facto première vice-présidente. Et donc, quand la présidente est en mission, la deuxième vice-présidente se plaît dans sa casquette de présidente de l'Assemblée. Et donc, on alterne comme ça pour qu'on ne frustre pas un peu la deuxième vice-présidente en disant que non, bon, comme tu n'as pas été élue présidente, donc laisse ça. Le premier vice-président est nommé président. Et donc, est nommé ministre. Donc, le poste est vacant. Bon, quand Mme Tchegan est en voyage, tu es la présidente de facto, donc tu présides. Donc bon. C'est un poste de président. Je ne sais même pas. Allez-y, Jacques. Oui, je ne sais pas en quoi ça dérange Elom. Non, ça ne me dérange pas, mais en fait, je constate que... Oui, bon, ton constat, d'accord, je te concède pour le constat, mais vous savez, c'est un parti qui a gagné, qui a été aux élections, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, et bon, qui se choisit ses propres ministres, et également ses propres représentants à l'Assemblée nationale. Mais pas de représentants qui, 2 jours après, deviennent ministres. Oui, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez, l'homme? Si vous rentrez dans les coulisses de l'élection même de Mme Tchegan, c'est là que vous allez comprendre beaucoup de choses. Que s'est-il passé, Jacques? Visiblement, vous en savez beaucoup. Bon, on ne peut pas tout déballer ici. Il y a des choses que ce n'est pas la peine d'exposer à la place publique, mais il y a des choses qui sont passées. Son élection a été vraiment une élection mouvementée que le Togo n'a jamais connue dans l'hémicycle. Ben dis donc. Non, c'est pour vous dire que quelque part, avec les changements qu'on nomme M. Taïrou comme premier vice-président, après qu'on le nomme encore président, allez comprendre. Ministre. Justement. Donc je crois que aujourd'hui, laissons la chose à unir. C'est à unir de savoir comment gérer sa cuisine interne, mais il faut reconnaître qu'il y a eu quand même des problèmes. Ça, il faut le reconnaître pour la nomination de certains ministres. Il a parlé tout à l'heure du cas de l'UFC, c'est vrai. Il ne faut pas que ce que Omao nous a sorti pour dire que non, il est important que... c'est pas plutôt André Johnson, autant pour moi, qui a dit non, qu'il sont chef de file, ça n'a pas de sens. Vous vous rappelez, quand les autres étaient à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on nous avait dit? Ils avaient toujours dit que non, qu'ils sont là pour l'action gouvernementale. Pourquoi aujourd'hui ils disent que non, ils sont de l'opposition? Ils avaient parlé de l'opposition gouvernementale. Non, je crois qu'il ne faut pas baratiner les gens. Ils ne sont pas des enfants et on sait analyser les choses. Moi, je crois que ça a fuité sur une seule personne. C'est là que les choses ont basculé. Sur quelle personne? Mais vous lisez les réseaux sociaux et vous verrez là où il y avait les pics. Les attaques entre personnes, c'est sur cette personne-là que ça a fuité. Voilà. Gada. Bon, ça, je te laisse. Et Jean-Luc Romao, parce que c'est les deux. Bon. C'est les deux, véritablement. Michel Tchegan, je n'ai pas envie de vous demander si vous devez être déçu, mais ce gouvernement, vous avez dit, puisqu'il est revenu presque en entier, qu'il faut le modifier, il faut le changer. Non, pourquoi? Moi, on pouvait le garder comme ça. Non, vous avez écrit plusieurs articles. Vous demandez à ce que le chef de l'État puisse quand même balayer tous ces messieurs. Oui, mais... C'est un renouveau. Oui, c'est depuis fin 2016 que nous, dans notre rédaction, on n'a pas été tendre. On a dit que c'est un gouvernement qui en tout cas, c'était un quart qui fumait entre-temps. Il fallait s'arrêter, voir s'il faut... faut changer le moteur. Non, peut-être voir où ça ne va pas et donner un souffle nouveau à l'action gouvernementale. Bon, le pouvoir reste le pouvoir, mais nous, on est journalistes, nous faisons nos observations. Aujourd'hui, ce que j'ai constaté, moi, personnellement, pour reconduire Selom Klassou, comme Klassou, ça ne me gênait pas. Mais je n'ai pas compris pourquoi on a peut-être traîné 20 jours avant plus de 2 semaines, avant 3 semaines. Bon, après, le décret, on s'est rendu compte que, peut-être qu'on l'avait rassuré en douce que, tu seras reconduit, mais
on va monter le gouvernement, et le même jour, on prendra un équipe pour te nommer, et puis un autre pour sortir le gouvernement. Peut-être c'est ça le constat que j'ai fait. Là, ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est que quand l'homme Classo a démissionné, ça fait partie des usages républicains. Il y a pas, c'est pas, si on le reconduit, si on reconduit encore l'essentiel du gouvernement, moi jusque-là, ça ne me gêne pas. Parce qu'en réalité, le moment où moi, personnellement, ça je suis ferme là-dessus, que je voulais qu'on retouche à ce gouvernement, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, normalement, c'est un gouvernement. Bientôt, normalement, actuellement, c'est la pré-campagne. Hein. Oui. Un gouvernement de combat. De combat. Donc, changer un ministre aujourd'hui, bon, ça a quel sens? Ça n'a pas de sens. Le UNIR a gagné les législatives, il doit se préparer pour 2020. Bon, quel que soit le candidat, il doit se préparer. Donc, si on avait reconduit tout le monde, moi, ça ne me gêne pas. Puisque le moment où il fallait changer, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, on change. On met quelqu'un peut-être dans... Donc aujourd'hui, on pourra dire que ce gouvernement, en réalité, ce n'est pas autre chose que 2020. C'est 2020. En réalité, quand vous observez les choses, à un an d'une élection présidentielle, le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement qui a l'assaut. Donc, ce n'est pas qu'on met quelqu'un aujourd'hui, c'est lui qui va préparer. Non, c'est ceux-là qui étaient là, vous avez vu, il y a certains ministères où les titulaires sont restés. Oui. Vraiment, on a encore donné les boulons à leur siège pour qu'ils puissent vraiment s'asseoir confortablement. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais il y en a qu'on a fait partir, bon, je ne sais pas. Parce que s'il fallait faire partie des gens, comme ça se devait, je pense que c'est un peu avant, en tout cas, les législatives. Parce que on avait, moi, par exemple, j'ai toujours dit que ce que nous avons constaté le 19 août 2017, de coup du fait que le gouvernement ne tournait pas très bien. Et on devait en tirer toutes les conséquences. On devait en tirer toutes les conséquences. Mais ça a été toujours comme ça. On a forcé, on a bon. Et nous en sommes là. Aujourd'hui, moi je dis, dans un an, c'est les élections. Ceux qui sont aujourd'hui, bon, c'est peut-être, c'est un aspect aussi, après la formation du gouvernement, qui m'a fait tiquer. Le fait qu'en 2015, un homme le disait, en 2015, on a nommé des gens, à 13 heures, ils étaient ministres titulaires, le soir, ils sont ministres délégués, mais je pensais que peut-être, bon, c'était une erreur de parcours, comme ça devait. On a encore vécu ça. On nomme des gens à 23 heures, le lendemain à 13 heures. On corrige d'abord, on prend un autre groupe pour corriger, parce qu'on avait donné des... Notamment au niveau de M. ADG, qui avait quand j'ai mis transport dans son truc, ça m'a tiqué. Après, on a enlevé, on a donné à la dame. Oui, ça m'a fait tiquer. J'ai tiqué, je dis, mais c'est quoi cette... Et voilà, à 13 heures, on corrige, on ramène. Vous voyez, ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas. Au haut sommet de l'État, je pense que c'est là où... nous n'est parfait, mais c'est là où on se dit que les choses se font vraiment avec une certaine orthodoxie. Mais quand, bon, ça se passe comme ça, bon... C'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant. Sinon, globalement, moi, je connais conduit tout le monde, ou connais... Moi, ce n'est pas... Le moment où j'ai voulu qu'on change le gouvernement, on ne l'a pas fait. Et bon, très bien. Il y a un auditeur qui nous dit dans la parole à Sylvestre que maintenant que l'ancien ministre Nyonfam n'est plus ministre, est-ce que l'Assemblée nationale peut porter plainte contre lui? Bon, à propos de la route Lomé-Vaughan, c'est ce que dit l'auditeur, on n'en sait pas grand-chose. Sylvestre Denis par rapport au gouvernement. Non, en fait, moi, je voudrais quand même qu'on comprenne une chose. UNIR a gagné les élections présidentielles de 2015, ils sont là, les législatives aussi, donc c'est normal qu'ils font le gouvernement. Maintenant, ils ont pris une équipe. Je ne vais pas quand même faire des commentaires sur tous ceux qui sont au niveau donc, de cette équipe. Mais il faudrait comprendre que c'est une équipe de mission, c'est une équipe de campagne, c'est une équipe de combat. D'autant plus que cette année 2019 est une période charnière pour 2020. Donc il faudrait quand même prendre des garçons de course qui doivent être beaucoup plus proches donc, du patron, comme ça, pour l'aider à œuvrer et baliser la voie pour 2020. Mais s'il faut ramener peut-être... la nomination du gouvernement au niveau du bas peuple, je me dis qu'il y a problème. Parce que vous ne pouvez pas prendre peut-être 20 jours pour nommer cette équipe-là. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une équipe
politique, il n'y aura rien de social. Mais tout à l'heure, Jacques disait qu'il s'est passé beaucoup de choses, non seulement au niveau de l'Assemblée nationale, mais dans la formation du gouvernement. C'est ce qui a c'est ce qui justifie qu'on a mis autant de temps pour sortir l'ancienne équipe. Je crois que pour ne pas pour ne pas se payer de mots pour le dire, ce gouvernement est un aveu d'échec. C'était un aveu d'échec en ce sens que dans certains pays, avant d'aller même aux législatives, le chef de l'État sait qui doit nommer comme Premier ministre au lendemain des législatives. Il sait à peu près, il a un casting de ceux qui doivent être dans cette équipe-là. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, on a pris 20 jours pour rien, peut-être à polémiquer, et maintenant on nomme un gouvernement la nuit. Vous savez, moi je suis africain, je suis authentique. On ne nomme pas un chef la nuit, on me donne un fiosam ou quoi. C'est un mauvais présage, on ne peut pas nommer un chef la nuit. Et maintenant, non, vous êtes... chef. Je crois que le Premier ministre est un chef, non? Il est le chef du gouvernement, n'est-ce pas? Oui, bon, en fait. Voilà. Donc, vous viendrez encore deviner avec que c'est un chef. Maintenant, vous nommez une équipe la nuit. Rien ne vous presse à le faire la nuit. Maintenant, au lendemain, c'est des ministres qui tombent comme des bouts de loto. C'est la machine tourne, et puis on laisse un numéro. Ça continue pas à tourner, on laisse un numéro. Peut-être que dans 5 jours encore, on va encore ajouter un portefeuille, qui sait? Parce que il y a quelques jours, la jeune du FNSI, il a dit que que le gouvernement, ça ne concerne. Donc elle a gardé son portefeuille. Bon, peut-être que dans quelques jours, on viendra nous dire que non, qu'il y a encore quelqu'un qui a gardé son portefeuille. Et puis ça continue. Donc il y a un casting. Il y a un confrère qui écrivait la dernière fois, je crois que ça doit être Panorama, qui disait que UNI manque de compétences. En réalité, UNI ne manque pas de compétences, mais c'est le casting. C'est le casting du chef d'État qui n'est pas bon. Maintenant, si nous sommes tous d'accord que c'est une équipe de campagne, c'est une équipe de mission, c'est une équipe de combat, donc on peut quand même leur concéder cela, mais sauf que il ne faudrait pas que la population togolaise espère quelque chose de ce gouvernement. D'autant plus que c'est depuis 2015 que le Mouklassou est là, le Premier ministre. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son impact sur le gouvernement? Vous savez, quand Goubou est venu, entre-temps, il y avait quand même l'affaissement du pont d'Amakpakpé, il s'est mis en jogging pour aller sur le terrain. Est-ce que vous avez une fois vu le Premier ministre, Célèbre Mouklassou, sous son initiative, aller sur le terrain, à part ouvrir les ateliers, les fermer et tout? Donc, non. On va porter des jogging pour aller sur le terrain qui justifiera qu'il fait un travail. Mais justement, il faudrait au moins qu'il sorte. Pas pour ouvrir et fermer les ateliers. D'accord, ça aussi, ça peut signifier qu'il fait du travail. Écoutez, nous allons marquer une pause publicitaire. Quand on sera de retour, nous continuerons ce débat et nous donnerons la parole aux auditeurs aussi. Taxi FM. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Retour en studio avec mes confrères Michel Tchadia, Jacques Dakouti et l'homme anti-Sogbe Sylvestre Béni. Alors avant de les retrouver pour la suite du débat, nous avons avec nous Flamme Sassi pour le journal 12h45. Bonjour Flamme Sassi. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes au programme pour 12h45 pour Taxi Midi. Quel est le contenu de votre journal? Exactement Eric, dans le 12h45, on parlera du séminaire gouvernemental présidé hier dimanche par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Il a été question de repréciser les principaux challenges du nouveau gouvernement en vue d'accélérer la mise en œuvre du plan national de développement qui est, vous le savez, l'outil de travail de référence de l'exécutif togolais. Il n'y aura pas que la politique, nous ouvrirons également un chapitre santé où nous parlerons notamment de la journée mondiale de la lèpre. Et pour cette année, l'Organisation mondiale de la santé veut mettre l'accent sur le dépistage précoce pour assurer une guérison sans séquelles. Eric, d'une journée internationale à une autre, mais dans un tout autre domaine, nous évoquerons la journée internationale de la douane, aujourd'hui 28 janvier. Et puis bien évidemment, nous parlerons sport avec la 14e journée du championnat national de football de première division disputée hier dimanche. Tous les résultats sont à suivre dans notre édition de mi-journée. Alors voilà Eric, tous ces sujets et bien d'autres encore seront développés dans maintenant moins de 45 minutes. C'est bien cela, dans 40 minutes exactement avec vous Flamme Sassi. Merci beaucoup, on vous retrouve tout à l'heure. Et nous parlons donc du gouvernement de Célèbre Mouklassou, le gouvernement de... Est-ce que ce gouvernement, en dehors du fait que vous voulez placer un mot? Oui, par rapport à l'UFC, vous savez, ils ont tenté de cacher le feu avec la main? La main, le soleil avec les 5 doigts, ça n'a pas marché. Tout le monde sait que actuellement c'est la chienlit
dans ce parti, c'est... Non, Chenli, c'est peut-être trop dire, non Non, quand les mots que les gens s'envoient sont des mots très durs et qui... On avait vu avant Dimongou qui s'en est pris donc à Isaac Chiaté. Aujourd'hui, c'est Romao qui s'en prend à Folie Gada. Il fallait les faire économie de tout ça là en les mettant hors du gouvernement. Parce que vous savez que l'UFC, depuis 2010, à chaque formation du gouvernement, il y a un problème. Donc, ils sont coutumiers à ce genre de situation. Et cette fois-ci, mais c'est aller plus loin, où les gens, vraiment, il y a la vieille garde et puis les jeunes qu'on déniche, déniche un peu partout chez les Yovo pour... ça ne contente pas tout le monde. Et vraiment, c'était vraiment une situation... qui tendait à pourrir carrément. Et si c'était lui qui oppose les gens dans le parti? Non, c'est qu'il y a un âge où il n'a pas le contrôle de ses troupes. Il n'a pas le contrôle. Il ne connaît même pas le parti, il faut le dire. Il ne contrôle plus rien maintenant. Donc, du coup, il y a des gens qui se réclament de lui maintenant, qui veulent faire la loi. Alors, les autres ont compris. Et ils disent, mais ça ne passe pas comme ça. Et donc, le fait de dire que non, l'UEC entend jouer pleinement, simplement, mais il ne faut pas qu'il nous envoie balader. Ça c'est des arguties, ça. On est des leaders d'opinion. Nous savons lire entre les lignes. L'UFC est en difficulté. Sinon, l'accord est bel et bien là. Et donc, ce n'est pas... S'ils veulent vraiment jouer leur rôle de leader, chef d'opposition, mais qui quittent les préfectures, puisqu'ils sont actuellement à la tête des préfectures, ils sont dans certaines sociétés d'État, mais qu'ils quittent aussi, parce que c'est pas au gouvernement, ils sont comptables le fait de l'action gouvernementale. Donc, qu'ils quittent dans tous les domaines. Qui n'aille pas vraiment... Non, ce sont des Togolais. Non, je dis que je suis en train d'argumenter pour dire que ce qu'ils avancent, que c'est juste pour jouer pleinement leur rôle de chef de file. Je dis c'est des arguments, c'est des arguments unijambiques, ça. D'accord, très bien. Non, il fallait quand même se taire par rapport à ça, parce que moi, je ne pense pas que nous qui sommes journalistes, on a besoin d'un politique qui veuille nous informer de ce que nous on peut vérifier, parce que au niveau même du parti, on sait que le parti a des problèmes. Le parti a quand même besoin de cadres, de compétences aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le parti. Il va falloir véritablement qu'au nom de l'accord, on puisse trouver des personnes. Et donc, il y a des gens qui ont quand même, qui, depuis que cet accord a été signé, n'ont jamais été ministres, hein, qui sont toujours dans le parti, et qui ont juré, au nom de cet accord, être ministres avant de mourir. Et donc, ça, c'est un autre débat au sein de l'UFC. Et donc, c'est des gens qui jurent tout le temps qui seront ministres au nom de cet accord. Et comme ils ne sont pas ministres et qu'il y a d'autres personnes qui sont proposées par le président, ben, c'est la belle occasion de se faire la guerre pour dire que, bon, on prend un téléphone, on appelle toutes les radios, on appelle tous les journalistes pour dire de ne plus recevoir X ou Y parce qu'il n'est plus membre de l'UFC ou bien qu'il n'est pas proche du président, c'est un poste inventé. Et c'est comme ça que ça se passe. En fait, ce que Michel a dit que c'est la chaîne, en fait, c'est pas trop fort. En fait, c'est du désordre. C'est-à-dire qu'on est dans la cour du roi Péto, où le président n'a plus le contrôle de l'appareil, où il y a des vieux qui se font la guerre, qui n'ont pas fini de se faire la guerre entre eux-mêmes, et qui maintenant déclarent la guerre aux proches du président. Donc c'est un parti aujourd'hui qui a plusieurs problèmes, et qui d'abord, à part son problème qui doit se ressourcer politiquement, mais il a en interne trop de problèmes, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fini de manger et qui veulent continuer de manger malgré qu'ils sont sexagénaires ou octogénaires. Voilà le problème. Très bien. Je voulais qu'on avance maintenant et parler un petit peu de l'opposition togolaise qui, enfin la C14 notamment, qui ne s'est pas associée quand même à l'élection législative de 20 décembre dernier. Et on sait aujourd'hui les raisons fondamentales. D'ailleurs, elle ne l'avait pas caché à l'époque, mais elle a annoncé des manifestations. Une première qui n'a pas eu lieu finalement, c'était le 12 dernier. Puis il y a une autre qui s'est déroulée samedi avec très peu de monde. Une faible mobilisation, et ce matin toute la presse est unanime là-dessus. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Jacques, ce fiasco-là aujourd'hui de la C14 en termes de mobilisation? J'étais ébahi d'écouter Brigitte Adjamabo Johnson qui disait que non, que le gouvernement a sorti tout un pléiade de militaires pour empêcher les populations de pouvoir aller à la marche. J'étais étonné. Il dit, mais il fallait s'attendre à ça.
Vous ne pouvez pas appeler à une marche et dire au gouvernement de croiser les bras et vous regardez. Donc je crois qu'il est important aujourd'hui que l'opposition change de stratégie. Moi, à mon avis, j'avais cru qu'après ces élections, c'est-à-dire après ces législatives, l'opposition allait faire l'autopsie de tout ce qui s'est passé. Peut-être aller aux états généraux de l'opposition togolaise et voir qu'est-ce qui n'a pas marché depuis 1990 et se poser des questions. Parce qu'on ne peut pas imaginer, est-ce que c'est UNIR qui est plus fort que l'opposition ou bien c'est l'opposition qui est faible? Il faut aller à l'autopsie, essayer de s'asseoir avec les autres partis et se poser des questions. On ne peut pas toujours continuer par se dire comme s'il n'y avait rien alors qu'il y a un problème. Même au sein de cette coalition, nous tous nous savons, nous sommes des observateurs, nous savons qu'il y a des problèmes. Il est important que l'opposition... Non, parce qu'il y a des problèmes. Hein. Oui, mais il est important aujourd'hui, quand vous voulez concourir le pouvoir et que vous utilisez les méthodes et que ces méthodes-là ne marchent pas, mais il faut changer de fusil d'épaule. Vous ne pouvez pas toujours revenir sur les mêmes choses qui n'avancent pas. Et tout le temps, on appelle des marches. Aujourd'hui, les marches, on voit que les gens n'arrivent plus à répondre à ces marches. Parce que l'erreur a été commise par l'opposition. Le fait de ne pas dire, par exemple, aux populations, d'abord, de ne pas aller à ce recensement. 2, et que l'opposition même ne participe pas à ces élections. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Ce sont des choses aujourd'hui qui refroidissent, on va dire, les ardeurs de la population. Écoutez, C14. Qu'est-ce qui a été dit? Vous vous rappelez les déclarations? Nous ferons tout pour que ces élections n'aient pas lieu. On va l'empêcher par tous les moyens. On va l'empêcher par tous les moyens. Au même moment, au lendemain des élections, le Kampati, vice-président de Hadi, sort et il dit que l'île était étonné que Yark puisse déployer, que l'île était étonné. Il dit, mais comment un politique peut dire qu'il est étonné? Vous ne serez pas étonné. Parce qu'au moment où vous appelez aux gens de boycotter, mais les autres aussi sont en train de s'armer pour se dire, mais écoutez, il faut qu'on puisse vous empêcher, peut-être si vous avez des velléités par rapport au CAF, il faut qu'on puisse prendre les responsabilités. C'est le désaveu finalement qui commence pour la C14, Sylvestre. Non, je crois qu'il faut... Les populations ont boycotté peut-être les élections organisées le 20 décembre dernier. Aujourd'hui, elles commencent à boycotter la C14. Non, je crois qu'il faut relativiser les choses. Et pour ceux qui parlent de fiasco, je crois que c'est trop tôt. Hein, c'est trop tôt pour parler de fiasco. Vous savez, les gens ne se sont pas quand même remis du coup de force électorale du 20 décembre. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train donc de voir comment est-ce qu'il faut concevoir peut-être la chose d'une nouvelle manière. Mais je crois que là, nous avons également posé quand même ce diagnostic là dans notre parution il y a quelques semaines où nous disons que c'est une lutte antique aux méthodes quasi identiques. Donc en réalité, lorsque vous interrogez l'histoire, vous verrez que depuis 90, que cette lutte, ce processus a commencé, l'opposition n'a rien que le multipartisme. Et ce multipartisme, je me dis que ça a été aussi un peu favorisé par le discours de la Baule de juin 90 de François Mitterrand, qui demandait donc à ses amis les dictateurs africains, dont Yacine Beyadema à l'époque, de s'ouvrir un peu à la démocratie. Donc à part ça, l'opposition n'a plus rien de consistant à part le multipartisme. Donc, et nous disons, il faudrait repenser la lutte. Et ce n'est plus très bien donc d'avoir peut-être une lutte linéaire. Qu'est-ce qu'il y a une lutte linéaire? C'est-à-dire, on invite le peuple sort, des milliers de Togolais qui sont dans la rue, on lance des gaz lacrymogènes, on tue ce qu'on doit tuer, on blesse ce qu'on doit blesser, on emprisonne ce qu'on a emprisonné, on lance des gaz lacrymogènes, chacun se disperse, on va à la maison, le lendemain on revient et on recommence. Vous savez, si on doit quand même être dans cette poursuite de cette méthodologie, vous ferez peut-être... peut-être 2000 ans avec un seul régime. Donc, il est temps quand même de repenser autrement la lutte. Il est temps ça de poser peut être un message que les populations lancent à la C14. Justement, je disais la dernière fois qu'il y a quand même un laxisme que nous voyons. Il y a ce sentiment de fatalisme. Parce que vous écoutez certains dire, bon, s'il ne peut pas le faire, donc veut mieux laisser ces gens-là au pouvoir. Donc, s'il ne peut rien faire. Donc, il y a ce sentiment de fatalisme. Et c'est dangereux. Et il y a ce laxisme-là. Les gens ne croient plus tellement à ce rêve donc d'alternance. Donc, c'est à l'opposition quand même de se remettre en cause
de se poser mille et une questions. Et tout à l'heure, je crois que je suis d'avis avec Jacques qui parlait donc d'états généraux. Oui, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut se poser de vraies questions. Parce que ce que nous avons vu la dernière fois, il est vrai, lorsque vous êtes peut-être coutumier des marches, souvent les premiers jours ne donnent pas tellement. Si c'est sur 3 jours, vous verrez que les premiers jours ne donnent pas tellement. Le deuxième jour, ça commence à venir. Le troisième jour, c'est la grande affluence. Chez les rameurs, c'est ça. Maintenant, la dernière fois, c'est vrai que les gens n'ont pas quand même digéré le 20 décembre. Donc, et vous savez, un peuple aussi qui aspire à l'alternance n'abdique jamais. Ça, il faudrait également qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, il ne faut pas que peut-être certains de ce régime croient que non, que c'est fini. Non, vous savez, un peuple qui se tait, c'est véritablement une bombe à retardement. Et le Mathis Ogbé. Non, je crois qu'il va falloir qu'au niveau de la C14, on puisse se poser de vraies questions maintenant. Parce qu'on a assez fait la comédie. Et il faut vraiment se poser de vraies questions. Parce qu'on ne va pas continuer avec la même stratégie. Non, pourquoi vous parlez de la même stratégie? Il nous semble qu'au lendemain des élections, ils ont fait une conférence de presse. Ils ont dit ils vont s'ouvrir. Il va y avoir une mobilisation citoyenne. Non, mais aujourd'hui... C'est la même chose? Non, mais ce qu'on a vu la dernière fois, c'est ça, une mobilisation citoyenne? Non, c'est ce que vous appelez mobilisation citoyenne? Non, moi, franchement, je pense que c'est pourquoi je parle de comédie. C'est que maintenant, là, à partir du moment où vous avez promis à des gens que vous allez empêcher les élections et que les gens, quand même, ont fait les élections et qu'il y a une assemblée, je pense qu'il va falloir que maintenant les propos soient mesurés. Soit vous savez où vous allez, soit vous savez où vous emmenez la troupe, ou soit vous démissionnez et d'autres personnes prennent la relève. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans une politique girouette. C'est-à-dire on est là, et bon, on te dit, bon, les mêmes stratégies, on recommence. Mais aujourd'hui, les militants de la C14 qui ont accompagné tous ces partis de la C14 n'ont pas de carte d'électeur. Ils n'en ont pas, puisqu'ils ne sont pas fait recenser. Il y a les locales qui arrivent. Les locales arrivent. Il y aura eu la présidentielle de 2020, c'est avec le même fichier. Il n'y aura pas de recensement. Il y aura juste une révision. En tout cas, c'est des informations à ce stade. Bon, maintenant, vous qui êtes candidat à la présidentielle 2020, il y a déjà des membres de la coalition qui sont candidats. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Bon, vous qui êtes, officiellement, il n'y a rien. Mais officieusement, il y a des choses qui se passent. Vous connaissez des noms? Je dis officieusement, il y a des choses qui se passent. De toutes les façons, mais le contraire aurait été une surprise. Oui, bien sûr. Bon, ça, on le sait, en 2020, on a 14 partis. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que parmi les 14, il n'y a personne qui puisse dire qu'il va à la présidentielle 2020. C'est incroyable. Oui, bien sûr. Oui, c'est pourquoi je dis, à ce stade, officieusement, il y a des noms. C'est comme en Côte d'Ivoire où il y a des gens qui sont candidats, mais qui ne disent jamais qu'ils sont candidats pour 2020, mais qui pensaient qu'ils sont candidats. C'est la même chose. Et donc, si des gens au sein de la coalition sont candidats à la présidentielle 2020, s'ils se présentent en 2020, quels sont les électeurs? Qui sont les électeurs qui ont voté pour eux? Ceux qui n'ont pas de carte d'électeur? Non, il y aura une révision de liste. Révision de liste, il y aura une révision de liste. Oui, non, la révision est différente du recensement. Oui, mais la révision... Ça veut dire qu'on peut s'inscrire de toutes les façons, on peut s'inscrire. Oui. Vous savez, le fichier central reste le fichier central. On vous a dit faites pour recenser. Je ne dis pas que c'était les meilleures conditions, non. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont cru que la coalition allait faire quelque chose pour que ces élections ne se déroulent pas. Les gens ont cru en vous. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait à la dernière minute de ça, de cette confiance qui a été placée en vous? Vous avez tempêté sur toutes les antennes qu'il n'y aura pas d'élection le 20 décembre. Les gens ont dit oui, on vous suit. À un moment donné, vous lâchez tout le monde. Et vous remettez ça au dos du pouvoir. Quand on a militarisé le pays, on a fait ceci. Qu'est-ce que vous croyez avant de tenir des propos comme ça? Quel était le capital confiance sur qui vous misez pour pouvoir dire à des gens, à des populations qui vous suivaient, que non, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas d'élection. C'est des questions légitimes que les gens se posent. Et donc aujourd'hui, mais on va inexorablement aux élections locales. Et ensuite, il y aura la présidentielle. Mais comment est-ce que l'opposition s'organise pour que 2020 ne ressemble plus à 2015, à 2010, à 2005, à 2000 et à plusieurs années auparavant, pour que ça ne ressemble plus à toutes ces échéances présidentielles passées? C'est la grande question aujourd'hui. Voilà. Il y a un auditeur qui nous dit il est malheureux que les leaders de la C14 ne veulent pas écouter les populations qui leur proposent d'autres façons de combat, telles que les meetings dans les quartiers et les villes et villages, afin de former moralement les gens avant de continuer avec les marches. Michel Tadja. Le débat sur la C14. Vous savez, nous avons tellement débattu de la C14 qu'aujourd'hui... Est-ce qu'on peut donner raison à Fulbert Atisso où lui, il est en train de démobiliser la base? Non. Tu sais, ce monsieur, c'est vrai que lui, il a peut-être derrière la tête une autre forme de lutte
à Tissot, pour ceux qui le connaissent, quand il était encore, en tout cas, je ne sais pas dire quand il était journaliste ou comment je vais le dire, vous savez que c'est quelqu'un qui, quand vous l'écoutez, c'est comme lui, il est beaucoup plus pour la révolution. La révolution. Voilà. Il ne le cache pas, il le dit clairement. Donc, ça dit que depuis qu'il est rentré dans l'arène politique, vous voyez que il a l'impression comme quoi la C14, ça ne va pas plus vite comme lui pense. Donc, moi, son cas ne m'intéresse pas. Ce que je voulais dire, c'est que, une fois encore, les militants de l'opposition prouvaient à leur leader que ils sont dans le désert. Ils sont en train d'errer. Vous savez, ça me rappelle 2012 avec le CST, oui, où on a mobilisé des gens. À un moment donné, le pouvoir dit, bon, venez, on va voir. Il dit, non, ne viens pas, tu dois quitter. Parce qu'on a vu quelques milliers de gens à des cons. On dit, bon, c'est fini. Mais je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Lorsque vous faites c'est pourquoi la police n'est pas un jeu d'enfant. Il faut avoir la carapace avant de venir en politique. Je pense que j'animais une émission un jour sur une radio avec Juliette Sylvain, un peu avant le 31 décembre. Il disait oui, la C doit venir, et puis bon, il a tout dit, il a dit tant de choses. Je dis non. Mon frère, après le 31 juillet, même avec la feuille de route, le Togo, le ciel ne va pas tomber sur le Togo, les choses vont continuer comme avant. Pour lui, pour eux, ils croient, ils croient au leader de la C4. Vous savez, il y a quelque chose que ces gens-là ont oublié, le fait de dire que nous ferons tout pour empêcher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme quelqu'un qui défie tout un État. Un groupe d'individus veut défier tout un État. Mais l'État a montré à ce groupe d'individus que l'État est plus fort que quiconque. Et c'était vraiment un défi que le gouvernement allait relever, devait relever, j'allais dire. Parce qu'un groupe d'individus dit, vous ne pouvez pas faire les élections. Mais comment? Et ils sont assurés de quoi avant de dire ça? Aujourd'hui, c'est un échec cuisant. L'élection a eu lieu avec tout ce qu'on connaît. Mais la C14 est encore restée. Aujourd'hui, ils ont même de la peine à trouver les termes justes pour s'adresser à leurs militants. Parce que leur position actuelle, c'est une position vraiment qui n'est pas confortable. Quand ils étaient encore des élus et tout ça, mais aujourd'hui, chef de groupe, maintenant tout ça là s'est balayé. Donc aujourd'hui, je pense après le 20 décembre, ils devaient faire leur autocritique et voir dans quelle mesure relancer véritablement, s'ils ont envie de faire avancer ce pays, se relancer, que de vouloir appeler encore les populations à descendre dans les rues pour qu'elles... On va donner maintenant la parole je pense que aux c'est ça auditeurs. qui a expliqué vraiment la démobilisation, ou je sais pas, le fait que les militants leur ont tourné le dos le samedi passé. Alors, il y a un auditeur qui dit que la C14 souffre de syphilis managériale. Bon, ça, c'est ce que lui pense. On va maintenant donner la parole aux auditeurs au téléphone sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59 où nous appelez directement dans l'émission, où vous souhaitez nous envoyer des SMS ou le WhatsApp, vous envoyez ces messages donc sur le 90 71 49 62. Notre premier auditeur, allô? Allô, bonjour Rico. Oui, bonjour. C'est M. Ballot. Monsieur Ballot, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Nous vous écoutons. Oui, j'aimerais participer au débat. Vous êtes à l'antenne, M. Ballot. Oui, bon, Eric, j'ai constaté que depuis le début de cette année, quand vous avez repris votre émission de 11 heures, vous êtes focalisé beaucoup avec vos confrères sur le développement, l'employabilité des jeunes, tout ça là. Moi, je suis très fier de vous. Mais quand vous touchez le volet politique et vous parlez de la C14, de cette plaisanterie-là, moi, sincèrement, Eric, vous m'excusez, ça me fait très mal. Parce que ces messieurs, c'est des bandits. Non, monsieur Ballot, on va pas être aussi dur comme ça à l'antenne. Non, attendez, monsieur Ballot. Non, vous irez au bout. Oui, mais non.
Alors, on ne peut pas tenter déjà de bandir l'antenne. Vous dites que c'est votre analyse. Bon, excusez-moi. D'accord. Vous excusez pour le mot. Très bien. Je dis, c'est des plaisanteries. Des gens qui promettent le changement au peuple et disent qu'ils vont chasser un président démocratiquement élu et tout ce qu'ils ont promis au peuple depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. On va dire que tout ça là pour ça. Monsieur Rick, je vous en prie, si vous voulez faire le débat, faites le débat sur le développement, comment le gouvernement et le chef de l'État vont faire pour que la finance sécuritaire puisse avancer et que de vous parler de ces plaisanteries. Monsieur Abalo, merci de nous avoir appelés. Vous savez que nous parlons de toutes les questions sur Taxi FM. Aucune question n'est taboue chez nous, en tout cas pour l'instant. Il n'y a pas de question taboue, donc nous touchons à tout. Merci quand même de nous supporter sur ce coup. Monsieur Abalo, merci beaucoup à vous. On va prendre notre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Qui est à l'appareil? C'est votre papa, monsieur El Hadji Sidiki Tchampana Yakou Fofana. Monsieur Fofana, nous vous écoutons. Vous savez, bon, appelez-moi toujours par Sidiki. C'est le nom le plus reconnu, pardon. Allez-y. Vous voyez, monsieur Eric, vous êtes mon fils. De la politique de 46, vous ne l'avez pas dit. On ne défie jamais l'autorité. Jamais. Vous avez fait le droit, tout, les universitaires. L'autorité, on ne la défie pas. Vous voyez, la C14, c'est nos enfants, c'est nos petits frères. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'entendre. Moi, je suis de ce côté. Mais on me a dit de l'affectement. Je l'ai toujours dit, l'opposition et le pouvoir, ils doivent s'entendre. Bien. D'accord. De l'imam de cas, de Amédée, monsieur Eric, de papa, de quelqu'un d'autre. Mais, ici, Monsieur Sidiki, écoutez, l'émission est en français, s'il vous plaît. Hein? L'émission est en français, s'il vous plaît. L'émission, excusez-moi. Bon, ce qu'il y a, ils doivent s'entendre. Vous avez vu ce que vous dites de la maison d'à côté, tout de suite, a dit l'opposition du président ou bien du gouvernement, c'est la fin. Le chômage, que vous avez dit, des jeunes. Si vous, là où vous êtes là, vous gagnez 1 million par mois ou bien 2 millions, vous allez oublier le président fort. Il peut faire 5 ans. Nous mangeons notre fait, les retraités, les fonctionnaires, les commerçants. On a révisé leur situation, ça va. Vous avez vu, c'est les ministres là, la dame de transport et celle de l'urbanisme, elles vont vous défier. C'est des gens que nous connaissons. Très bien. Monsieur Jacques Yacoté et Dada, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Siriki. Merci de nous avoir appelé. Un autre auditeur qui nous dit qu'est-ce que vous voulez que l'opposition fasse? Le régime même était conscient du 20 décembre passé. Quelle stratégie voulez-vous encore, monsieur Elom? Là, il doit directement Elom. La violence ou la révolution? Les gens sont dans une logique pacifique et vous les incitez à faire autre chose, dit-il. Bon, 93, 96, 99, 99, allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Bozambo. Monsieur Bozambo, nous vous écoutons. Ok. Ce que tout je veux dire, on a écrit sur l'un de ça, vous avez déjà lu. Donc, nous, les opposants, il n'y a pas doute. Si les journalistes nous montraient la partie B de l'opposition, donc ils n'ont qu'à nous montrer. Non, monsieur Bozambo, oui. Bozambo, écoutez, les journalistes font une analyse d'une situation. Alors, oui. Si nous vous donnons l'antenne, en réalité, c'est que vous aussi, vous donnez votre point de vue sur les débats ou les points que nous mettons au débat. Tout simplement, oui. C'est pas compliqué. Oui, nous sommes tous dans le débat. Donc, le seul pour l'opposition, c'est de sortir dans les rues. Donc, il y avait quelqu'un qui avait écrit le message que l'opposition n'a qu'à aller dans les villages pour faire les meetings, oui, bien sûr. pour recouper les gens, pour les sensibiliser très bien, avant de prendre les marches encore. Donc, il n'y aura rien plus que pour la marche. La deuxième phase, ça serait de l'arme. Donc, personne ne veut pas qu'on tire au Togo. Donc, l'opposition n'a qu'à organiser d'aller dans les villages, dans les périphéries, dans les coins. Tout le monde à Lomé savent que nous sommes tous derrière la C14, l'opposition.
Mais à l'intérieur, ils n'ont qu'à sortir un peu dans le ville pour aller à l'extérieur, pour discuter avec les gens qui sont à l'intérieur, pour dire ce qui se passe. Et il n'y aura pas de boycott dans leur feu de route. Donc on peut donner 2 mois au parti gouvernemental qui disait qu'à l'Assemblée, là, qui n'ont rien fait. Au premier mois de mars comme ça, si on démarre la marche, on va voir comment les gens vont sortir. Ils n'ont qu'à s'arrêter jusqu'à mars pour voir ce que les députés vont faire. S'ils n'ont rien fait jusqu'à mars, si on dit de sortir, tout le monde doit sortir. Monsieur Bozambo, merci beaucoup, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous dit, nous ne sommes pas fatigués, nous sommes plus que jamais debout. On n'est pas sorti pour des lieux de rassemblement habituels. Alors, je pense que c'est ça que l'auditeur lui dit. Il y a un autre qui nous dit, j'aimerais dire que si la C14 ne peut plus, ils n'ont qu'à dégager. Les militants prendront les choses en main. Les manifestations n'ont plus de résultats. Mais que le régime sache que ce n'est pas fini. Les militants sont toujours sur leurs nerfs, surtout les femmes, nous dit l'auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami. C'est monsieur. Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Très bien. En train de vous recevoir, il y a un autre auditeur qui nous dit les gens doivent savoir que être vrai opposant au Togo n'est pas facile. Allô? Allô? Oui, bonjour. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Amidou. Monsieur Amidou, nous vous écoutons. Effectivement, être vrai opposant au Togo n'est pas facile. Parce que c'est une très forte dictature qu'on a au Togo. Mais ce que j'aimerais faire face, c'est qu'il y a certains journalistes qui viennent au moins, nous tous on est Togolais et l'alternance, tout le monde a soif de ça. Tout le monde a soif de l'alternance. Si on reprend actuellement, regardez ce qui s'est passé à RBC. Très simple. L'autre fois, lors de l'investiture, regardez, les 2 présidents, et puis c'est très agréable. Bon, ce qu'on veut dire que jusqu'à présent, nous, on maintient notre C14. Et on est derrière eux, ce n'est pas qu'on est fatigué. Mais avant de joindre la marche, regardez comment on fait sortir les militaires, tout ça là pour intimider le peuple. Vous voyez? On fait sortir des militaires dans tous les coins pour intimider le peuple. Tu ne peux même pas assister à ces manifestations. Donc tout ça là, on va où? D'accord, très bien. Monsieur Amidou, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. On va prendre un dernier auditeur. Allô? Allô, bonjour Eric. Bonjour, cher ami. Eric au téléphone. Cher Eric, nous vous écoutons. Oui, et c'est vrai que c'est vous qui posez la question, mais franchement, qu'est-ce que vous-même vous attendez de ce gouvernement? Rien, je pense. Parce que avoir, moi, un seul ministre m'intrigue. Le ministre Trimois. Quelqu'un qui dit, si l'opposition veut prendre le pouvoir, qu'elle aille chercher les armes. Quel modèle, ou bien quelle instruction, ou bien quel bon exemple cette personne peut donner? Merci Eric, bonne journée. Merci beaucoup Eric, merci de nous avoir appelés. On ne prendra plus de coups de fil. Je vais quand même lire quelques messages très rapidement dans la parole aux confrères. Il y a un auteur qui nous dit c'est une folie de faire la même chose tout le temps et espérer un résultat différent que celui qu'on a précédemment. Je pense que la C14 doit revoir sa copie si elle veut être toujours considérée comme opposition. Un autre nous dit je conseille vraiment, dit-il, c'est un peu fatigant la stratégie de l'opposition puisqu'elle ne paie pas. Je suis simplement déçu et fatigué. L'opposition doit vivre, mais changer de stratégie. Je conseille à la C13 d'organiser les marches pour aller vite aux réformes. C'est ce que nous, population, nous voulons, dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit que dites-vous de l'attitude de la CEDEAO? Il y a un autre auditeur également qui nous dit le Togo, je pense, il dit, à part les marches, qu'est-ce que la population offre à la population? Une opposition qui n'a ni moyens financiers, ni soutien des puissances occidentales. Cette opposition n'existe que de nom. Il est temps que les vieux opposants se mettent à jour. Tout comme le gouvernement, l'opposition togolaise n'a pas de vision. Que l'opposition change de stratégie et commence des meetings dans les quartiers, nous dit l'auditeur. Je vais commencer par vous, on est en train de filer l'auditeur comme ça. Allez-y, à Sylvestre Béni.
Oui, moi je crois que lorsque nous disons qu'il faudrait quand même que l'opposition change de stratégie, nous ne demandons pas peut-être à quelqu'un l'a dit d'aller prendre les armes. Vous savez, dans notre parution la dernière fois, nous faisons une fixation sur la question des moyens. Vous savez, si l'opposition veut déraciner ce régime qui est en face, un régime vieux de 50 ans, il faut avoir les moyens. Et là, quelqu'un me dira que non, ils ne sont pas au gouvernement, ils n'ont pas les moyens. Vous savez, s'ils n'ont pas les moyens, ils doivent aller les chercher. J'ai souvent l'habitude de sortir une phrase que, vous savez, si nous sommes dans un monde relationnel, avec une loi qui oblige que vous devez, pour être quelqu'un, il faut avoir quelqu'un avant d'être quelqu'un. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Et je l'ai même dit la dernière fois, le mercredi à l'antenne, avant même le samedi, que cette marche est un peu beaucoup plus... C'est trop tôt d'organiser une marche. Il faudrait quand même qu'on aille sensibiliser la population avant de venir à une marche. Donc, aujourd'hui, je crois que l'opposition peine également au niveau d'une diplomatie offensive. Donc, il faut une question, il faut des moyens, il faut faire une fixation sur les moyens. Sinon, pas les moyens, il faut une diplomatie offensive. Il faut aller chercher ces moyens. Je sais que Ouattara a été installé par des puissances occidentales. Ça, il faut le dire. Il faut le dire aujourd'hui. Il faut passer par cette case-là. Je vous dis, s'ils n'ont pas les moyens, il faut au moins avoir des gens en Afrique sur qui vous pouvez compter. Parce qu'il était crédible. D'accord. Sur qui vous... Donc voilà, donc à un moment donné, il faut l'avoir. Et puis, pour terminer rapidement, je crois qu'il faudrait également que le pouvoir cesse d'envoyer chaque fois des militaires pour aller encadrer des manifestations. Ça, je crois que c'est notre devoir de le dire. Le militaire est formé pour tuer. On dit, il y a l'ennemi en face. Donc l'ennemi, il faut éliminer l'ennemi pour avancer. C'est ça la culture du militaire. Maintenant, vous envoyez des militaires pour aller encadrer des manifestations pacifiques. Là, ça pose problème. Il y aura toujours des morts. Non, je crois qu'il faut suivre... 30 secondes, on va le faire rapidement. Il faut suivre l'internalisation de la politique. Il a parlé tout à l'heure des moyens, qu'il faut une diplomatie très accrue par rapport à l'opposition. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela. Oui, justement, il y a l'auteur qui nous dit, si on ne défie pas l'autorité, comme on le dit, que se passe-t-il au Venezuela? Oui, justement, vous voyez que le camp de l'opposition, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire la cour à l'armée, parce qu'ils savent que le seul blocus pour que le pouvoir puisse basculer, c'est l'armée. Il a dit tout à l'heure que non, que le pouvoir fait sortir l'armée pour dissuader les populations de pouvoir sortir pour manifester. Mais c'est de bonne guerre. Qu'est-ce que vous voulez que le pouvoir fasse? Le pouvoir ne peut pas se taire au moment où les gens disent qu'ils vont faire ci, ils vont faire ça. Nous avons entendu dans ce pays comment les gens ont dit qu'ils mettront tous les moyens pour empêcher l'organisation des élections. Qu'est-ce qu'on met dans tout? Au fait, c'est ça. Donc, je crois que, quelque part, il est important aujourd'hui qu'une diplomatie puisse s'accentuer, mais il faut à l'interne également faire un travail de fond. Et l'homme? Non, je pense pratiquement qu'on a dit beaucoup de choses, on a dit l'essentiel. En termes de stratégie, nous, on n'est pas des politiques. Il revient à la C14 de revoir sa copie rapidement parce que, au-delà du fait de marcher, je pense quand même qu'il y a une politique que l'on fait, une politique de couloir, une politique de rapprochement au niveau des puissances et une politique de diplomatie également qui s'active. Mais au niveau de la C14, on constate qu'il n'y a personne là-bas qui a un relationnel très 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 poussé. Et donc, c'est 14 partis, mais dont personne n'a un relationnel très poussé pour pouvoir... À Boïbo, Yovi, par exemple, il n'a pas de relation. C'est quand même étonnant, non? Oui, il en a, mais je parle de... est-ce que véritablement, il a encore de l'énergie, il peut se promener dans les capitales comme il le faisait? Non, parce que c'est quelqu'un qui est aujourd'hui fatigué. Mais on a vu au CST qu'il y avait Agbeyome, qui avait mis en jeu son carnet d'adresse à l'époque pour faire beaucoup de choses, jusqu'à ce qu'il ne parte. Mais la C14 aujourd'hui manque de cela. À part les pressions de la rue, il y a aussi la pression diplomatique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, que les gens ne viennent pas nous dire qu'il n'y a pas autre stratégie que la marche. Et il y a un auteur qui nous dit que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Les dirigeants de la C14 doivent laisser la place aux jeunes de leur parti. Sinon, les vieux ont déjà donné ce qu'ils peuvent donner. Michel Tchadia, pour finir. Non, je pense que le constat est clair. La C14, depuis le 20 décembre, est en difficulté. Tout le monde entier l'a constaté. Et la dernière preuve, c'est la marche de samedi passé où les militants ont décidé de leur tourner le dos pour leur faire comprendre que leur méthode, là, ça fait partie du passé. Que s'ils ont envie peut-être de montrer autre chose, là peut-être ça on envisagera, mais pour le moment c'est des gens qui n'ont rien apporté à ce pays, que
les morts, les blessés, la désolation et les larmes dans les foyers. Donc, c'est clair que peut-être ils vont se raviser, ils vont se réunir pour voir s'il y a autre chose à faire. Sinon, aujourd'hui, les marches ont leurs limites. C'est clair pour tout le monde. Monsieur, merci beaucoup. Il y a cet auditeur, on va finir là-dessus, qui nous dit que le problème du Togo est à la présidence de Paris. Même la CEDEAO a promis faire tout pour la mise en œuvre de sa feuille de route, mais RAS, même son propre projet de loi n'a pas pu être imposé. Alors, suivez mon regard, nous dit l'auditeur. Messieurs, merci beaucoup. Jacques Diakouti, Elom Mathis Ogbe, Sylvestre Béni et Michel Tchadia. Merci également à Jack Forcer qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi aussi Irrigator. Juste après nous, le journal avec Flamme Sassi, tout à l'heure à 12h45. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver, si tout marche bien et si Dieu le veut, demain pour une nouvelle aventure.